Bonjour, voilà, je m'appelle Pascal Cuxac et je travaille à l'INIST CNRS à Nancy, à Nancy. Et je vais vous parler de désambiguïsation d'entités géographiques. Alors c'est vrai que c'est très orienté géographie, mais on pourra après, si vous voulez, discuter d'autres choses. Et dans les publications de la base ISTEX, donc je vais vous parler un peu d'ISTEX pour vous présenter ça. Voilà. Donc le but, c'est qu'est-ce qu'on veut faire quand je parle de désambiguïsation d'entités géographiques, qu'est-ce que je veux faire? Voilà, on a la chaîne de caractères Paris, on a Paris ou Athènes, et quand on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que Paris c'est la capitale de la France? Est-ce que c'est Paris au Texas? Est-ce que c'est Paris au Canada? Est-ce que c'est Paris Match, PSG? Je ne sais pas. Athènes, est-ce que c'est Athènes aux États-Unis? Est-ce que c'est le projet Athènes? Voilà, on a une chaîne de caractères, mais finalement, on ne sait pas ce que c'est. On suppose que c'est Athènes en Grèce, mais rien ne nous dit que c'est Athènes en Grèce. Alors, c'est ce qu'on veut faire, désambiguiser, c'est répondre à cette question. Quand j'ai une chaîne de caractères Paris, de quoi je parle? De quoi on parle dans le texte? Alors, tout ce qui a été fait après a été fait sur la base ISTEX. Alors, un petit rappel, mais je pense que tout le monde peut-être connaît ISTEX, donc je ne vais pas être très... pas trop développé. Donc ISTEX c'est une initiative d'excellence, ça regroupe plus de 22 millions de documents actuellement, presque 25 je crois. Et le but c'était offrir à l'ensemble de la communauté de l'ESR l'accès en ligne aux collections rétrospectives, donc c'est une archive, et avec des full text. Alors c'est ce que je disais hier, c'est limité à l'ESR. Il faut être membre d'un établissement français public pour pouvoir y accéder. Mais à partir de ce moment-là, on a accès à tout et il n'y a aucune restriction. Et le but d'ISTEX, c'était à la fois de répondre à des besoins documentaires. Vous avez besoin d'un article, vous le cherchez, vous le téléchargez, et basta. Et puis aussi à répondre à des problèmes plus de fouilles de texte, puisqu'on peut faire des corpus avec ISTEX plus ou moins gros. Le plus gros corpus c'est tout ISTEX, on peut tout décharger, les 22 millions. Et on a des formats, donc on a les métadonnées bien sûr, mais on a aussi les full text avec des formats PDF, TXT, XML, TUI, etc. Donc ça permet de faire des traitements derrière, et des analyses qui sont derrière. Donc voilà, je n'ai pas mis la date de la... un peu plus de 22 millions de documents, plus de 9000 titres de revues, 345 000 monographies. Et quand vous allez sur le site ISTEX, vous avez ici des petits boutons où vous avez des outils que vous pouvez télécharger et utiliser. Donc bouton, c'est quelque chose que vous téléchargez, un module que vous téléchargez pour Firefox ou Chrome et qui va vous permettre, quand vous naviguez, d'aller directement chercher le document, Zotero pour l'export des données, l'API, bon, parce que c'est une API qui est derrière, Harvester, c'est des petits programmes qui sont déjà tout faits, qui vont vous permettre d'interroger et de télécharger sans faire de programmation. Le programme existe déjà. Enfin voilà, un Sparkle, un Data ISTEX, etc. Alors, quand ISTEX a été mis en place il y a quelques années, donc le projet, il y avait une équipe ISTEX RD, donc j'étais dans cette équipe, et on avait notre rôle, c'était d'enrichir les données d'ISTEX. Donc c'était prendre les métadonnées existantes, prendre les full text et rajouter des choses. Donc par exemple, rajouter des choses, c'était faire mettre des classes, des catégories, WOS, Scopus, des catégories Pascal Francis, extraire les termes les plus représentatifs des documents, extraire les références bibliographiques des PDF, voilà, des choses comme ça. Et avec le laboratoire informatique de Tours, donc c'est Denis Morel, qui a développé l'outil, enfin, c'est pas lui qui a développé, mais il y a un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Unitech, qui va faire un outil de taille. Et Denis Morel a développé Cassis, qui est une cascade de graphes qui s'adapte à Unitech pour détecter et extraire des patterns, des entités nommées dans les textes. Donc il a développé cet outil pour ici 8 types d'entités nommées, les noms de personnes, les lieux, les organisations, etc.
Mais là, dans la suite, ce qui va m'intéresser, c'est on va s'intéresser uniquement aux lieux. Et dans les lieux, mais ça c'est un détail, hein, il y a place name et geonames. Là, dans ce que je vais vous montrer, je vais m'intéresser au place name. Donc la différence, c'est place name, c'est un lieu géographique créé par l'homme, hein, c'est une ville, un pays, alors que geoname, c'est une montagne, une mer, etc. Voilà. Alors quand on fait passer Unitech sur les documents, ici, c'est deux documents différents où on parle de Portsmouth, une fois dans le texte, là-bas, dans un tableau. Unitech, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous extraire cette chaîne de caractères, Portsmouth, et il va nous dire, ben, c'est une entité nommée de type PlaceName. Et c'est tout. Mais là, dans mon exemple, à gauche, c'est peut-être un peu petit, mais à gauche, on va parler ça parle de foot, et Portsmouth, c'est Portsmouth en Grande-Bretagne. Et à droite, je vais avoir Portsmouth, mais ça me parle d'une ville qui est aux États-Unis. Et donc là, j'ai deux documents avec deux Portsmouth différents, mais Unitech, lui, me dit, c'est Portsmouth. Oui, tu te débrouilles. Et ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que dans Istex, on a développé un site que vous pourrez aller voir, qui s'appelle data.istex.fr, où on essaie de valoriser les données extraites d'Istex. Alors derrière, il y a un Sparkle Endpoint, on fait de l'alignement, on met ça en RDF, et il y a un but qui est double, donc c'est interroger ici un Sparkle Istex différemment que ce qu'on pourrait faire avec l'API. L'API derrière, c'est un Elasticsearch, voilà, c'est une recherche booléenne. Ici, on va pouvoir faire des recherches différentes et plus poussées. Par exemple, si je veux interroger Istex en lui demandant trouve-moi tous les documents qui parlent d'un lieu dans le Var avec Elasticsearch, je ne peux pas. Parce que si on a bien la chaîne Toulon dans le texte, ça sera indexé, Elasticsearch va pouvoir le trouver. Par contre, si dans le texte il n'y a pas marqué que Toulon est dans le Var, bah, je ne peux pas interroger, trouve-moi les villes du Var, et voilà, ça ne marchera pas. Par contre, avec un Sparkle Endpoint, si j'ai extrait mes données, que je les ai alignées avec d'autres réservoirs, Wikidata, Geoname, etc., là, je vais pouvoir faire cette requête qui va être plus complexe. Var n'est pas dans mes données, mais je vais passer par d'autres données qui sont alignées, et à ce moment-là, je vais pouvoir extraire mon corpus d'Istex. Mais pour ça, il faut faire des alignements, et pour faire les alignements, il faut être sûr qu'on aligne les bonnes choses. Donc, et on a aussi une vitrine qui s'appuie sur ce Sparkle, mais où on va afficher des trucs un peu plus jolis. Voilà, pour Toulouse, on va mettre une carte automatiquement. Toulouse est là, parce que je sais que c'est Toulouse en Haute-Garonne. Puis je vais chercher des infos sur Wikidata et je les affiche de façon dynamique. Donc, quand on veut faire ça, donc on va aligner avec GeoNames. Et il y a deux soucis. Le premier souci, c'est les problèmes d'orthographe. Hein, il y a des problèmes d'OCR, il y a des problèmes de fautes d'orthographe, il y a des problèmes de tout ça. Bon, ça, je n'en parlerai pas ici. Et ce fameux alignement et des ambiguïsations, et je vais toujours parler de cet exemple Paris-France, Paris-Texas. Si je regarde si je prends quelques entités comme ça, que je regarde bêtement dans GeoNames, leur identifiant, pour une même entité, je vais en trouver X alignements. Chez Ziraz, 2 alignements, il y en a beaucoup plus, mais bon, Bordeaux, 3, etc. Donc, je ne peux pas juste chercher dans GeoNames et trouver cette chose. Alors, comment je vais faire? Je vais passer par des méthodes qui vont utiliser des word embedding. Alors, c'est très à la mode, ils ne m'écoutent pas. C'est très à la mode, donc tout le monde fait des word embedding, donc pourquoi pas moi. En bon français, je crois que c'est le plongement lexical, word embedding. Bon. Alors vous connaissez certainement, même si vous ne savez pas comment ça marche, vous savez
les Word2Vec, Doc2Vec, Fastex, Glove, Specie, et des 2Vec. Maintenant, il y a plein. Il y a des RDF 2Vec, il y a des Sentence 2Vec, il y a des Node 2Vec. Enfin, tout le monde fait du 2Vec. Alors, c'est quoi, pour faire simple? C'est qu'on va prendre un texte, on tokenise en gros, hein, et puis on va prendre toutes les chaînes de caractères et on va regarder leur contexte d'apparition. Dans une certaine fenêtre, quels sont les mots qui sont devant, quels sont les mots qui sont après. Et on va calculer, en fonction de ça, un vecteur numérique, un exemple, qui va représenter vectoriellement ce mot en fonction de ce contexte. Donc ça marche, pour certaines choses, ça marche très bien. Le seul bémol, c'est qu'il faut, c'est un apprentissage non supervisé, il faut beaucoup de données, puisque ça va apprendre tout seul. Et on va voir que, donc, Word2Vec est un auto-encodeur, voilà. Vous avez les liens avec les articles, ça je dis. Et là aussi, je vais faire simple, ces méthodes, c'est des réseaux neuronaux assez simples, hein, c'est pas du deep learning, il y a souvent qu'une seule couche cachée. Et voilà, le système va apprendre de façon non supervisée, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir un corpus étiqueté pour apprendre. Parce que le problème des corpus étiquetés, c'est qu'il faut les avoir. Dans certains domaines, il en existe, mais pas dans tous les domaines. Et s'il faut les fabriquer, ça prend du temps. Voilà, moi, je n'ai personne pour faire des corpus étiquetés. Donc là, c'est un apprentissage non supervisé et on va voir que ça marche très bien. Bon, je vais peut-être passer rapidement là-dessus. Donc, quand on fait du word embedding, donc, je vous ai dit, on a un vecteur pour chaque mot. Donc, qui dit vecteur, représentation vectorielle, donc ça, on peut donc ensuite calculer des distances, des proximités entre mots, ou entre documents, puisqu'on peut faire aussi ça entre documents. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas résolu mon problème de désambiguïsation, puisque un Word2Vec va construire pour Paris, si j'ai un corpus de données, avec Paris, Texas, Paris, France dans mes données, un Word2Vec tout simple va me construire un vecteur et un seul vecteur pour Paris, qui va comprendre à la fois le Paris-Texas et le Paris-France. Donc je ne suis pas plus avancé quand je fais ça. Sauf que il y a des gens, là c'est des Russes qui ont... Enfin, c'est un exemple. Moi j'ai pris Adagram fait par les Russes, mais il y a d'autres méthodes qui font à peu près la même chose. Donc ces méthodes, comme Adagram, sont des adaptations de Word2Vec, où cette fois-ci, le système va être capable de générer des vecteurs différents suivant le contexte. Et cette fois-ci, si j'ai dans mon corpus Paris-Texas et Paris-France, le système va être capable de me donner deux vecteurs différents. Et là, ça m'intéresse. En gros, c'est un Word2Vec adapté avec un bayésien pour calculer différents prototypes. Alors, comment je vais utiliser ça? Alors, j'ai un petit schéma d'ensemble, et puis après, je vais détailler si c'est pas... Voilà. Donc, comment je vais faire? Je prends ma base Istex et je fais un corpus, ou même dans l'idéal, ça serait, je prends tout Istex, mais pour l'instant, il y a des petits soucis de calcul. Mais voilà, on pourra en reparler, c'est pas infaisable, loin de là. Tous les exemples que je vais montrer, je les fais sur 400 000 documents. Et quand je dis 400 000 documents, c'est du full text, hein, c'est pas la notice bibliographique. C'est pas les 22 millions. Mais... Donc je vais prendre mon corpus Istex, je vais faire tourner mon Word2Vec un peu spécial, Adagram, et je vais construire un modèle à partir de ces données. Donc là, je n'ai rien fait pratiquement comme pré-traitement. Ce qu'on peut faire, c'est voilà, traiter la casse si on veut, la ponctuation, enfin des tout petits trucs, ou faire des traitements pour avoir des multitermes si on le souhaite, mais il n'y a pas besoin de traitement très important. Et j'ai mon modèle. Une fois que j'ai mon modèle, ici j'ai ma liste des place names qui a été extrait qui ont été par Unitech.
Donc je regarde, je vais utiliser mon modèle pour interroger avec ces place names, chercher la représentation de ces place names dans le modèle là, et ça va me donner des prototypes. Donc les prototypes, donc c'est les différents vecteurs qui vont être produits par diagramme. Ça équivaut un peu, on verra après, ça équivaut un peu à des classes, à des clusters. Donc c'est des méthodes probabilistes, donc un diagramme me donne des probabilités pour chaque résultat, donc on verra que je peux aussi filtrer sur ces probabilités pour sélectionner les prototypes. Et ce que je vais faire, c'est là que c'est important, je vais étiqueter chaque prototype, donc un prototype est l'équivalent d'une classe et va être représenté par des termes de la classe, avec des seuils de probabilité. Donc je vais utiliser ça, on va voir comment, pour étiqueter automatiquement mes classes et voir si c'est une classe, puisque je m'intéresse à la géographie, si c'est une classe de géographie ou pas. Et à partir de là, ben, j'ai presque fini. J'ai mes prototypes qui ont été sélectionnés, qui ont été étiquetés, et ensuite je vais les utiliser. Je vais prendre tous mes documents Listex un par un, et je vais les passer dans un diagramme, et je vais utiliser mes prototypes étiquetés pour désambiguiser. Alors concrètement, voilà un exemple. Sur toujours Paris, bon, c'est un exemple que j'ai fabriqué, peu importe. Donc voilà, je lui demande, mettons, 5 prototypes. Donc 5 classes. Il va me sortir mes 5 prototypes avec des probabilités. La première chose que je fais, bon, c'est peut-être discutable, on peut en discuter, c'est supprimer. Donc je regarde ma répartition de probabilités et dès que j'ai une rupture de pente, je vais couper, je vais dire ça, je vais pas m'intéresser. Si je fais ça, c'est surtout aussi pour accélérer le processus et gagner un peu un temps d'exécution. Les autres prototypes qui me restent, donc ces 3 prototypes, ils contiennent des mots. Un diagramme me donne les mots qui sont dans ces prototypes par ordre décroissant de probabilité. Alors, voilà, il ne me reste que ces 3 prototypes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les termes un par un et je vais interroger GeoNames avec ces termes. Donc GeoNames est une base de géographie. Et je vais dire, ben, est-ce que ces termes sont dans ma base de géographie? S'ils y sont, je vais récupérer la hiérarchie qui est dans GeoNames. Donc, par exemple, pour Saint-Denis ou l'Île-de-France, je sais que GeoNames va me dire que l'Île-de-France, c'est un département qui est, ou une région qui est en France. Donc, je vais récupérer le pays. Et je vais faire ça pour tous les mots. Et ensuite, dans la classe, je fais ça pour tous les mots. Et je vais regarder l'intersection. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans ma base de géographie sur tous ces mots? Ici, la chose commune, ça va être France, voilà. Ici, Dallas, Fort Worth, Houston, ça va être Texas, USA. Pétrole, il ne va pas le trouver, c'est pas un terme de géographie, il ne va pas le trouver, donc il va être éliminé. Donc là, je vais dire, et les points communs, c'est USA, Texas. Et là, blonde, mannequin, héritière, ben, il va me répondre ensemble vide, je trouve rien. Donc, ensemble vide, je le supprime, je supprime ce prototype, et les 2 autres prototypes qui me restent, ben, je vais les étiqueter automatiquement avec ces points communs que j'ai trouvés. Donc, le prototype 1, je vais dire, c'est un prototype France, donc Paris-France, et le prototype 2, ça va être un prototype USA-Texas. Donc, au final, à cette étape-là, je sais que dans mon corpus d'apprentissage, j'ai appris, dans mon corpus d'apprentissage, que j'avais 2 paris, un qui est Paris-France, un qui est Paris-USA, et donc je peux les aligner avec GeoNames à ce moment-là et récupérer les identifiants GeoNames, Paris-France, Paris-Texas. Donc j'ai appris ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, maintenant, il me reste à prendre le document que je veux désambiguiser, où il y a Paris dedans,
Donc je les prends, j'en prends un qui n'existe pas, hein, full text. Hein. Je vais passer ça dans ma moulinette et je vais regarder ce qu'il me répond. Ici, par exemple, il va me dire ben, le pari que je trouve dans ce document, il appartient au prototype 1 avec une certaine probabilité, au prototype 2 avec une certaine probabilité, et là je fais mon choix. Bon, souvent les écarts sont tels que c'est assez simple, donc je dis ben, je vais l'affecter au prototype P1 avec la probabilité de 0,90, et donc je sais que à ce stade-là, que dans ce document d'ISTEX, on parle de pari, et que le pari dont on parle dans ce document, je peux l'aligner avec Géomètre, puisque c'est Paris, Paris France. Et j'ai fini. Non, j'ai pas fini la présentation, j'ai fini. Voilà, donc ce qu'on a fait concrètement, là on l'a passé sur un corpus de 400 000 documents, format TXT, issu d'ISTEX. On a demandé 5 prototypes, c'est pour des raisons de rapidité de calcul aussi. Et voilà, bon, je ne l'ai pas mis là, mais là c'est un petit test qu'on a fait, enfin, c'était une démo sur quelques place names, et il y a une vidéo si vous voulez voir l'exécution, mais bon, c'est pas très important. Et voilà, ça sort des trucs. Je suis pas très fort pour faire des interfaces, donc je ne fais pas. Donc ça sort des lignes comme ça d'un truc, et ça va me dire que Athènes, ben voilà, il a trouvé en fait 3 prototypes, mais il y en a 2 qui sont égaux, donc je vais les fusionner à la fin. Et donc j'ai un prototype avec cet identifiant qui est en Grèce, et ces 2 prototypes qui sont les mêmes, qui sont aux États-Unis, en Géorgie. Carcassonne, il va me dire, ben, j'en ai trouvé qu'un, parce que Carcassonne est unique. C'est bien connu. Voilà. Et ensuite, quand je passe mes documents un par un, ben, il va traiter mes documents un par un, donc il va lire enfin là, le programme va carrément chercher les documents dans ISTEX, il le charge, il le lit, il le projette dans l'espace de description du corpus d'apprentissage, et puis il le désambiguïse, donc il va me dire que, je vais afficher, mais c'est Portsmouth ici, me dire que Portsmouth, c'est dans ce texte, c'est cet identifiant, et c'est en Grande-Bretagne, et dans ce texte, il trouve cet identifiant qui est aux USA, etc. Voilà. Donc, quand il fait ça, on a fait ça, et le résultat est dans Data ISTEX. Alors, toutes les données n'ont pas été passées encore, mais d'ici la fin de l'année, ça devrait être fait. Ça a l'air de marcher pas mal, mais voilà, ça a l'air. Donc, pour être sûr, on voulait s'évaluer un petit peu. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu une campagne Séméval qui a été Séméval 2019, et la campagne a été lancée fin 2018. Et dans cette campagne Séméval, il y avait une tâche, la tâche 12, qui était la résolution de toponymes. Donc c'est super, et 3 sous-tâches. La première pour la détection des toponymes qui ne m'intéressait pas, puisque je considère que c'est détecté par autre chose, par Unitech, et que le travail est fait. Voilà, ça c'était pas mon... Par contre, il y avait une sous-tâche sur la désambiguïsation. Donc ça m'intéressait parce que Séméval donne des corpus de tests, des corpus gold annotés manuellement. Donc on peut utiliser ça pour s'évaluer. Donc c'est ce qu'on a fait. Et j'ai même utilisé plusieurs corpus, puisqu'il donne un corpus de test avant de lancer la campagne, pour que les gens puissent commencer à bidouiller. Puis après, il donne un corpus d'entraînement. Voilà. Et comme moi, je suis en apprentissage non supervisé, je n'ai pas besoin de faire un corpus d'entraînement. Donc, je peux utiliser tous les corpus qu'ils mettent à disposition, je peux les utiliser pour m'évaluer. Et si je regarde, si on a passé la méthode sur le corpus test qui donnait, et puis le corpus d'entraînement, si je regarde, je fais passer la méthode, je calcule la F-mesure et j'obtiens des résultats 0,85, 0,83. Donc voilà, c'était pas si mauvais que ça. Alors pour information, le gagnant de Sénéval, c'est des Allemands. Ils ont gagné avec une F-mesure de 0,82. Alors, c'est pas pour dire que je suis meilleur, je suis certainement pas meilleur, hein, parce que c'est pas le corpus le vrai corpus du
du concours, qui lui n'est pas étiqueté. Et comme je n'ai pas pu participer à la campagne jusqu'au bout parce que je n'avais pas assez le temps, voilà, j'ai pas eu de résultat. Mais ça donne des ordres de grandeur pour voir que pas à côté, vraiment à côté de la plaque. Mais bon, voilà, les résultats ne sont pas mauvais, mais je me suis quand même dit, mais pourquoi on n'a pas meilleur que ça? Pourquoi on n'approche pas de 0,1 de 1, pardon. Ce qui serait prétentieux, c'est bizarre. Mais bon. Le problème, c'est que quand on fait des alignements avec GeoNames, GeoNames va mettre un identifiant par niveau administratif. C'est-à-dire que si je regarde ici Nancy, j'ai 3 GeoNames différents. En fait, il y en a même plus que 3, parce qu'il va y avoir Nancy la ville, Nancy la préfecture, Nancy la communauté de communes, je ne sais pas trop quoi, et le chef-lieu de canton. Enfin, voilà. Et chaque fois, c'est bien Nancy la même ville, mais suivant le niveau administratif, je vais avoir des identifiants différents. Et dans les corpus Gold de Séméval, ben, les annotateurs ont mis des fois des niveaux différents, et là j'avoue que la méthode que je vous ai présentée, elle n'arrive pas à s'en dépatouiller, et souvent elle se paume, elle trouve bien le bon Nancy, mais elle ne trouve pas le bon niveau administratif. Donc pour en être sûr, je me suis dit, ben, on va regarder qu'est-ce qui se passe si je ne tiens compte que de la géographie. Parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que c'est Paris au Texas ou Paris en France. Pour l'instant, je ne veux pas étiqueter le niveau administratif. Donc, ce que je fais, c'est, je me suis dit, ben, au lieu de regarder, de faire une vérification juste sur ces identifiants, je vais regarder les coordonnées géographiques qui sont derrière. Et quand on prend ces 3 exemples de Nancy, voici les coordonnées qui correspondent dans GeoNames, et à un pouillème près, c'est les mêmes coordonnées. Alors elles sont un petit peu différentes, parce que je suppose qu'ils prennent le barycentre et qu'il peut bouger un petit peu, mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, je vais prendre les identifiants mis par les experts, et prendre leurs coordonnées géographiques. Moi, quand je lui mets mon identifiant automatiquement, je vais le transformer en coordonnées géographiques, et je vais voir si les deux matchent à un epsilon près, puisque, voilà. Et quand je fais ça, donc si le premier résultat était là, 0,83, ce que je vous ai présenté, si je ne tiens compte que de la géographie, ce qui, je l'avoue, n'était pas demandé dans un Sénégal, il voulait ce niveau administratif. Si je ne tiens pas compte de ce niveau administratif et uniquement des coordonnées, j'obtiens des résultats de la F-mesure bondit, et je suis presque à 0,95 de F-mesure. Voilà. Donc, le bilan, quels sont les avantages de ces méthodes? Bon, je vous l'ai dit, pour moi, le gros avantage, c'est qu'on a un apprentissage non supervisé. Parce que, encore une fois, avoir des corpus tagués, c'est bien, c'est très bien, mais je ne les ai pas. Accessoirement, enfin, c'est plus qu'accessoirement, là, j'ai fait sur PlaceName, mais on pourrait envisager que la méthode désambiguïse d'autres choses. D'ailleurs, on peut s'amuser sur des petits corpus, justement sur les corpus extraits de Wikidata ou Wikipédia, de faire des apprentissages. Et, enfin, je l'ai fait, c'est très simple à faire, c'est très rigolo. Après, vous posez la question de Apple ou de Rock, et il va vous désambiguiser Apple, la pomme, Apple, la société, Rock, vous allez avoir une classe avec Memphis, je ne sais pas quoi, vous allez avoir une classe avec Granite, etc. C'est très rigolo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, pour l'instant, ce que je vous ai montré, je désambiguïse dans tout le texte, je ne me pose pas la question, je lui donne le full texte et il se débrouille. Mais vous pourriez me dire, si dans un même texte on parle de Paris-Texas et de Paris-France, comment tu fais? Tu vas être coincé. Alors l'intérêt, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre tout le texte, on peut très bien le découper et rentrer des paragraphes ou des phrases, etc. Et même là, dans les derniers essais, je n'ai pas de transparent, je crois là. Dans les derniers essais que j'ai fait la semaine dernière, donc j'ai fait la taille de mon corpus, et pour que
parce que je fais tourner un local sur une petite machine, c'est une petite machine. Et pour gagner du temps et tout ça, j'ai essayé de... je n'extrais cette fois-ci que les phrases où apparaissent mon entité nommée, au lieu de prendre tout le texte. Et ça fonctionne très, très bien. Enfin, il n'y a pas de souci. Alors, les inconvénients, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'il faut du volume. Apprentissage non supervisé, mais si vous donnez 50 documents, ben, il ne va pas apprendre grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ces 50 documents. Donc il faut du volume, la représentativité aussi, puisque la méthode ne peut apprendre que ce qu'on lui donne à apprendre. Si dans votre corpus il y a Paris-France mais il n'y a jamais Paris-Texas, ben, la méthode ne saura jamais vous détecter Paris-Texas. Donc ça, il faut réfléchir quand on fait le corpus d'apprentissage, que le corpus d'apprentissage représente quelque chose. Sensibilité aux données déséquilibrées, c'est vrai. C'est les derniers essais que j'ai faits où dans mon corpus, je ne sais plus ce que c'était Portsmouth, je crois, qui était majoritairement Portsmouth au Royaume-Uni, donc du coup le Portsmouth aux États-Unis, j'avais du mal à détecter, même au début je ne le détectais pas du tout. Alors je me suis dit, bah, je vais rééquilibrer mes données. Mais avant ça, j'ai quand même fait des tests et puis finalement, c'est pas la peine de. Enfin, c'est peut-être pas la peine de rééquilibrer les données. Ce que j'ai fait, j'ai augmenté de façon assez importante le nombre de prototypes que je demande à calculer. Donc au lieu de demander 5 ou 6 prototypes, je vais en demander 20, enfin un nombre de prototypes beaucoup trop gros par rapport à la chose, mais peu importe. Et là, on s'aperçoit que le prototype associé à Portsmouth aux États-Unis, que je ne voyais pas apparaître, en fait, il est calculé par la méthode, mais il est un peu enfoui. Il est un peu enfoui. Et quand je demande de calculer 20-25 prototypes, il apparaît. Il apparaît. Alors il est enfoui, mais c'est pas très grave, puisque du coup, comme j'en demande beaucoup plus, il y a plein de prototypes qui vont être les mêmes. Portsmouth en Angleterre, il va en faire plusieurs prototypes. Il va y avoir plein de prototypes qui ne sont pas de la géographie, donc, que je jette. Et au final, ben, je récupère mes deux prototypes, Angleterre et États-Unis, sans souci. Bon, capacité de calcul, je l'ai mis, mais c'est un peu anecdotique, notamment avec les machines. Il faut un peu quelques CPU, mais c'est pas trop le problème. Et puis un petit peu de capacité de stockage. Là, on était 400 000, et puis après 600 000 documents. C'est vrai que j'aimerais le faire sur tous les 22 millions de documents. Bon, il va falloir, par contre, là, un petit serveur qui derrière pour pouvoir stocker le modèle et le faire tourner, mais c'est pas infaisable. Voilà, donc là je vous ai mis des liens sur les données Istex, sur Adagram Work2Vex si ça vous intéresse, et puis une petite biblio, voilà, qui n'est pas exhaustive. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été clair, mais je peux éclaircir si je veux pas. Oui, moi j'ai eu un exemple très concret récemment, mais c'était sur un corpus assez faible d'un peu plus de 900 références bibliographiques, dans le cadre d'une enquête sur les APC payés par la communauté de chercheurs d'Orléans, qui comprend à la fois l'université, le BRGM, l'INRA et puis l'Observatoire des sciences de l'univers d'Orléans. Et donc on s'est trouvé confronté à chaque fois aux papiers venant de New Orleans. Et c'est vrai qu'on était obligé toujours manuellement de déterminer véritablement la source, donc ça prend toujours un peu de temps, c'est stupide. Mais dans la mesure où proportionnellement Orléans est j'allais dire, un producteur modéré d'éléments de recherche, et qu'aux États-Unis, New Orleans est aussi modéré, même sur cette
de chiffres, on avait toujours besoin d'approfondir. Donc c'est vrai que c'est typiquement un exemple de désambiguïsation voilà, auquel on peut être confronté. Mais l'idée de se dire je passerai bien les 22 millions de documents, c'est pas juste pour dire sortir les gros bras, j'ai passé 22 millions de documents, c'est pas important. Enfin, l'intérêt c'est de désambiguïser aussi dans ces documents, mais de plus en plus on trouve avec ces méthodes Word2Vec, Doc2Vec, Fastex et tout ça, des apprentissages tout faits, où ils vont faire des modèles, ils passent ça sur 2-3 années de Wikipédia ou autre truc, et ils vous donnent les modèles clés en main, vous n'avez plus qu'à les utiliser. Et je me dis, on pourrait peut-être faire ça aussi, de dire, je passe sur tout Listex, et je crée un modèle, voilà, vous voulez un modèle tout prêt de désambiguïsation, je vous le donne, et puis utilisez-le, en se disant, au bémol près que toutes les entités nommées géographiques ne vont pas être présentes dans Listex. On peut se dire que sur 22 millions, presque 23 millions de documents, on commence à avoir une représentation assez non négligeable de la géographie. Et effectivement, sur les phrases, c'est intéressant. Moi, je reviens à notre projet brevet. Effectivement, il peut y avoir des exemples types de phrases qui seraient à récupérer. Ouais. C'est à explorer. C'est pas gravé dans le marbre, c'est pas aussi stéréotypé et facile à isoler que ça, mais c'est une exploration à faire, quoi. Ouais, par rapport à ce que tu disais hier sur la construction en fait des différentes formulations, des passages qui viennent en description notamment. Voilà. Ce qui veut dire qu'on mouline en gros sur des grosses quantités de brevets dans lesquelles on sait que la phrase que l'on balance au système c'est le contexte. Le deuxième volume de données conséquent qu'on peut construire, c'est le contexte du je détruis l'existant qui est l'existant du domaine par rapport à l'invention. Et le dernier, c'est comment fonctionne mon truc. Je ne me rappelle plus à ce que tu disais. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant, c'est de voir le rapport de proximité dans une phrase extraite de la partie description, le rapport de proximité avec une chaîne de caractères qui est 2 caractères alphabétiques dans la mesure du possible en respectant la casse majuscule, suivi d'un nombre de chiffres égal ou supérieur à, par exemple, 6, c'est-à-dire typiquement une chaîne qui caractérise un brevet, et alors à partir du moment où une référence de brevet est mentionnée dans le texte de la description, ça signifie qu'il y ait fait référence, et qu'il y ait fait référence, selon toute vraisemblance, comme quelque chose de dépassé, qu'il est forcément. Alors, dépassé dans le temps forcément, puisqu'il a été publié, donc sur le plan chrono, il est dépassé, mais dépassé sur le plan qualitatif. Et la qualité pourrait être caractérisée par soit son imperfection, soit la lenteur des résultats que produit cette méthode, soit par le coût également de cette méthode. Donc en faisant une association de proximité avec la chaîne de caractères alphanumérique de l'identifiant du brevet et un certain nombre de termes de vocabulaire qualitatifs, on peut voir. Ça me fait passer ces choses assez simples, mais je ne sais pas quel résultat ça pourrait donner. Des choses tout simples comme un Word2Vec ou Fastex ou Clove, c'est la même méthode, peu de choses près. Vous faites passer ça sur un brevet ou un corpus de brevets sans plus que ça de pré-traitement. Et lui, la méthode va vectoriser tous les mots. Tous les mots qu'elle va tokeniser, elle va les vectoriser. Et ensuite, vous pouvez interroger, c'est assez simple à faire, enfin, il y a même des outils pré-câblés qui le font. Vous pouvez interroger dans cette liste de mots, donc le code alphanumérique que vous voulez, et la réponse du système, ça va être, ce mot, je vais te donner tous les mots qui sont qui ont une proximité vectorielle avec ça. Alors, proximité, pourquoi?
parce qu'il va y avoir une proximité, ça peut être des synonymes, des erreurs, tout comme ça, mais aussi proximité, parce que c'est tout le temps utilisé dans le même contexte, ça apparaît, voilà. Et donc, ça construit des classes de mots, un peu, et ça peut éventuellement permettre, donc on interroge avec un mot, on a cette liste de mots associés, pour faire simple, et d'un coup d'œil, ça permet de voir, est-ce que, peut-être, est-ce que ce mot, ce code, est employé dans des choses positives ou négatives, ou, voilà, en lisant cette liste de 20-30 mots qui sont sortis. C'est ça. Alors, ça ne fait pas une détection automatique, il faut qu'il y ait un regard humain derrière, mais ça facilite le travail. C'est ça, ça facilite le travail. D'accord. Vous avez dit que c'était un grand avantage inductif, totalement inductif, auprès non supervisé. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est synonyme? Est-ce que vous avez un intérêt quand même d'avoir peut-être des théories qui existent déjà? Il me semble en avoir connu dans le passé. Alors, je parlais de différents niveaux de hiérarchie sémantique, à la fois l'hyperonymie, je ne sais pas si vous voulez, les termes génériques et les termes spécifiques, les synonymes dont vous avez parlé, éventuellement des termes qui seraient peut-être opposés, voire implicites. En fait, dans le passé, je travaillais dans une société et on faisait ça, et non seulement on construisait nos petites bases de propriétaires, c'était tout petit par rapport à vous, mais aussi il existait une thésaurus existant. Oui, on peut imaginer qu'on branche un thésaurus là-dessus. Si vous réfléchissez, c'est un peu, enfin c'est pas un thésaurus, mais c'est un peu ce que je fais. Quand je vais étiqueter mes prototypes, je fais appel à une ressource extérieure qui va me dire, voilà, c'est un prototype USA, Texas, voilà. Donc j'utilise bien une ressource. Alors après, on peut réfléchir, c'est quelle ressource utiliser, à quel niveau l'utiliser. Est-ce qu'on la met sur du pré-traitement de données pour uniformiser avant ou c'est du post-traitement? On peut tout envisager. Oui, bien sûr. Rien n'est fermé. Ah non. C'est pas parce que je dis que j'ai pas de ressources ou qu'on ne peut pas mettre de ressources. Enfin, là, j'ai une ressource puisque j'ai quand, alors j'en ai pas parlé là parce que c'est pas le but, mais quand on fait de l'extraction de termes représentatifs, on a une méthode qui s'appelle TIFT qui va tourner, et la méthode va extraire des termes les plus représentatifs possibles du document, on va indexer le document, et ça on le fait aussi sans ressources terminologiques. Alors c'est pas parce que pas dire que la ressource terminologique est le diable qu'il n'en faut pas, mais on est dans un cadre ISTEX avec 22 millions de documents qui vont parler de physique, de médecine, d'histoire, tout ça, et je n'ai pas de ressources, à ma connaissance, il n'y a pas de ressources qui vont traiter de tous ces sujets. Alors s'il faut que je commence à déterminer finement de quoi parle mon document pour pouvoir charger la bonne ressource et exécuter, ça devient très complexe. Et en plus, je ne suis pas sûr que j'ai des ressources pour tous les domaines. Donc c'est pour ça que dans ISTEX, dans la mesure du possible, quand on peut éviter d'utiliser des ressources, on le fait. Pour la géographie, c'est différent parce que voilà, la géographie, il y a une ressource pratiquement, il n'y a pas 50 000 choses. Oui, justement, ma question c'était comment tu avais construit le corpus? C'est un corpus aléatoire? Alors, pas tout à fait, non, pas tout à fait aléatoire, puisque je voulais faire une preuve de concept. Hein. Ouais. Donc, j'ai cherché des termes de géographie qui seraient dans ISTEX et qu'il faudrait désambiguiser. Si Carcassonne est dans ISTEX mais qu'il n'est pas désambiguisé, ma preuve de concept, elle ne me sert à rien. Donc, quand j'ai regardé quels étaient les termes de géographie qui seraient susceptibles d'être désambiguisés et que je pouvais trouver dans l'ISTEX, j'en ai trouvé un certain nombre, dont le fameux Athènes, le Paris-Texas que je donne, je ne l'ai pas trouvé, donc c'est un cas d'école, mais il n'y est pas, donc on ne peut pas apprendre Paris-Texas dans l'ISTEX, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé Athènes, j'ai trouvé voilà, Portsmouth, j'ai pris un certain nombre d'entités comme ça, dont j'étais sûr qu'il y avait ambiguïté dans le corpus,
dans Daistex. Et à partir de ça, j'ai construit un petit corpus de 400 000 documents qui contenaient ces entités avec l'ambiguïté. D'accord, parce que en fait, ma question n'est pas innocente, c'était si je reconstruis le raisonnement que tu proposes, si dès le départ, tu prends des ressources qui sont issues d'études de géographie, dans lesquelles tu vas avoir des entités nommées, il est probable que tu fasses de la qualification 100%. Tu construises des modèles, tu vois, qui soient très proches du domaine géographie. En gros, tu as des entités nommées qui correspondent à de la géographie. Et que tu te sers de ces modèles-là pour réappliquer à un domaine plus varié, plus vaste, aléatoirement, avec des steps ou autre. Est-ce que ça ne te permettrait pas de qualifier encore, enfin d'augmenter sur le scoring de tes prototypes initiaux? En quoi ça augmenterait? Parce que le départ, tu utilises une ressource dans laquelle tu sais que tu es dans de la géographie, des problèmes de géographie, Non. Non, parce que ce qui va m'intéresser par la méthode, c'est le contexte d'apparition du mot. Donc si je prends que des... Enfin, je suis pas sûr. Si je prends que des documents tagués géographie, etc., je vais avoir des contextes spécifiques au domaine de la géographie. Ici, à Athènes, quand je regarde dans mon corpus, j'ai des articles qui me parlent de sismique, parce qu'en Grèce, voilà. J'ai des articles qui me parlent d'économie, parce qu'a priori, à Athènes, en Géorgie, des gens qui font de l'économie, en fait, je ne sais rien. Bon, voilà. J'ai voilà, c'est cette multiplicité des contextes qui m'intéresse, et non pas me focaliser sur un contexte d'apparition dans un domaine spécifique. Encore une fois, parce que je suis aussi sur Istex et que j'ai une base qui couvre tout et n'importe quoi. Oui, moi c'était justement cette grande variété de départ, plutôt que de s'en servir dès le départ pour essayer de couvrir tous les domaines, c'est contraindre sur la construction de prototypes qui soient fins, contraint par un domaine, parce que je sais que je suis dans la discipline 2, donc je sais que avec ces prototypes, je me retrouve forcément chez le géographe, parce que je suis dans la géographie. Ouais, l'étendre par la suite avec une deuxième boucle de rétroaction qui est de dire, bon, mais maintenant, je vais regarder comment ça se passe, quelle est la variété, en gros, que j'obtiens en allant à l'extérieur. Et du coup, ça me gêne que tu rayes Paris Hilton comme ça, soit. non, moi non, ça ne me gêne pas. ça ne me gêne pas. Pourquoi ça te gêne? Non, parce que en fait, c'était non, mais peu importe, c'est un exemple idiot. Mais c'est ce que ça ne te permettrait pas de conduire, si tu veux, à augmenter les domaines d'application de la désambiguisation. C'est-à-dire à partir du moment où tu consolides des domaines géographie, tu as parlé d'autres. Ah oui, d'accord, parce que tu voudrais dépasser la géographie. Exactement. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça, oui. C'est-à-dire que tu construis un modèle, tu consolides sur le domaine spécifique, et si tu fais ça récursorvement sur plusieurs domaines, au plus tu en fais, au plus tu diminues en gros tout à fait. Mais là, la problématique était différente. Oui, la problématique opposée, c'était j'ai des entités nommées extraites par Unitech, il faut que je les désambiguise. Mais le Paris Hilton, effectivement, je pourrais ne pas le barrer, le garder, et dire Paris, j'ai un Paris Texas, j'ai un Paris France, et j'ai un Paris, c'est une personne. Et dire, ben, tu vas me le taguer, c'est une personne, bien sûr. Tu obtiens tout de suite la réponse. Oui, et j'ai un pari, c'est un club de foot, et je pourrais, oui, bien sûr. Paris Sciences Lettres et autres. Tout à fait. Suivant les mots que tu utilises de tes prototypes, tu peux retrouver, globalement, tu peux désambiguiser presque tout. Tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Mais c'était pas ce qui m'était demandé. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, le Paris Hilton, on peut tout à fait le garder. C'est clair. La question est exactement en lien. C'était quoi l'objectif final finalement? Est-ce que vous visez d'accéder aux 8 entités nommées dont vous avez parlé dès le début, personne, lieu, etc. Et dans ce cas-là, de pouvoir jouer sur ces différentes entités nommées, ou finalement c'était plus de montrer que ça peut marcher? Alors, on y va par petits pas. Hein. Là, le but, alors, si vous allez dans Data Istex, dans le jeu de données PlaceName, il y a déjà les données qui ont été désambiguisées. Le but immédiat, c'est de désambiguiser toutes les entités géographiques d'Istex d'ici la fin de l'année. Les autres, peut-être, mais je ne peux pas tout faire.
Et l'intérêt, ce serait peut-être d'interroger la base à partir d'un classement sémantique, par exemple, toutes les capitales européennes. Est-ce qu'en termes de hiérarchie, est-ce qu'on peut imaginer accéder à... Mais après, c'est ce que j'ai montré. Après, l'intérêt va être double, parce que... je vais le montrer où ça. L'intérêt, c'est après, j'ai mes données dans mon Sparkle Endpoint. Donc je peux, avec mon pari que j'ai aligné Texas, je peux faire une interrogation en utilisant toute l'information qui est dans Wikidata ou dans GeoName ou dans je ne sais pas quoi, pour interroger. Alors il y aura les deux. D'ici la fin de l'année, ce qu'on va faire, c'est que les données, on les met dans le Sparkle, et puis on les met en tant qu'enrichissement en TEI dans l'API. Donc du coup, dans l'API, on pourra interroger Paris, Texas, on pourra parce qu'on va le remettre en dur, quoi. Mais enfin, on me demande, mais ça me plaît, moi, mettre les choses en dur, mais ça me plaît pas. Mais c'est beaucoup plus élégant. Enfin, ouais, c'est beaucoup plus élégant, Sparkle. Avec ces alignements, vous avez une puissance d'interrogation qui est magique. En plus, tu pourrais construire tout ce qui est relatif, je sais pas moi, la façon dont on parle de Paris, d'un lieu géographique, dans différentes langues. Les moteurs, c'est du texte, ce genre de choses. Et vous, tu as tes corpus. C'est phénoménal. Donc là, la version réduite à la notion de géographie, qui continue à réfléchir sur tout ce qu'ils ont mis d'un point de vue enrichissement. Tu fais des corpus où le travail d'un documentaliste de plusieurs années, tu le fais en interrogation. Ça permet des interrogations beaucoup plus puissantes qu'un Elasticsearch et une équation booléenne. Alors, c'est beaucoup plus ésotérique, je suis d'accord, c'est beaucoup plus complexe, il y a un langage à maîtriser. Voilà, ouais, je suis d'accord, c'est pas simple. C'est pas simple, c'est pour ça que là, on est en train de... Voilà, c'est pour ça, là, pour aider, parce que c'est vraiment, on est en train de mettre sur Data Istex des requêtes pré-câblées, pour que, voilà, donner des exemples et se dire, à partir de cet exemple, je change ça, je modifie un peu ça, et puis voilà, je refais une requête, parce que c'est vrai que c'est un peu beaucoup complexe, j'avoue. Mais le résultat, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et là-dedans, il y a aussi Parigi, et puis... Oui. Et la même chose en cyrillique Oui, parce que dans Wikidata, par exemple, vous l'avez, cette correspondance. Donc on peut imaginer que vous interrogez Paris en cyrillique et vous avez la réponse. Oui, du moment que ces données, j'aligne avec quelque chose et que dans ce réservoir avec lequel j'aligne, il y a l'information, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Parce que le problème du toponyme, c'est qu'il a des variantes orthographiques en fonction des langues. Du coup, même avec ça, vous pouvez imaginer interroger par des coordonnées géographiques. Les coordonnées géographiques sont dans les ressources, sont dans GeoName, sont dans Wikidata. Donc vous pouvez très bien interroger par les coordonnées géographiques et vous allez avoir une réponse dans Istex, alors que dans Istex, il n'y a pas la coordonnée géographique. D'accord. J'ai une question qui est sûrement à côté. J'ai des collègues qui cherchent à désambiguiser des noms d'auteurs. Est-ce qu'il y a des possibilités d'utiliser ce type d'approche pour désambiguiser des noms d'auteurs ou c'est complètement à côté de la plaque? Ça va être plus complexe. Ça va être plus complexe parce que les noms d'auteurs dans les... Oui. Pas les auteurs cités, les noms... les noms d'auteurs. On y réfléchit, mais c'est plus complexe. Il y a des solutions. Il va falloir associer le nom d'auteur avec la caractérisation du contenu de la publication, peut-être aussi des graphes de co-auteurs pour voir si c'est les mêmes communautés. Il y a des choses à faire. Cette méthode, je pense, enfin, j'ai pas essayé, mais telle qu'elle, je ne suis pas sûr que ça donne de bons résultats. Il y a Cohen Tanuji qui était donc prix Nobel en physique,
il y avait à peu près 8 variantes sur WOS, Scopus, etc., avec espace, sans espace, 2 ou 3 lettres qui étaient tronquées, enfin bon, Oui. alors que c'était... Alors bon, c'est des choses, on y pense, on avait parlé déjà, désambiguiser les auteurs, tel quel c'est un peu plus compliqué, mais on y pense. Les tests que j'ai fait aussi, c'était, alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est du fast text, c'est du word2vec aussi. C'est au CNRS, ils font une campagne chaque année, et puis il y a des gens de l'INIST qui chaque année participent à cette campagne, où ils recommencent chaque année à faire des trucs à la main, et tout ça. Leur problème, c'est ils veulent taguer, ils extraient toutes les affiliations des publications françaises et ils veulent les taguer avec... alors, il n'y a que les unités CNRS qui les intéressent, mais ils veulent déjà reconnaître ceux qui est CNRS et ceux qui ne l'est pas. Hein. Et ensuite, quand c'est CNRS, ils veulent pouvoir taguer avec le code, vous savez, UMR, machin truc. Voilà. Donc ça, c'est à la main chaque année. Chaque année. Et moi, j'ai fait un petit test, j'ai dit, mais vous avez ce que vous avez fait l'an dernier, c'est encore plus d'apprentissage, on peut apprendre, on verra bien. Donc, je leur avais demandé de me donner quelques données, alors ils sont très frileux aussi. Mais bon, j'avais eu un corpus. Et quand on fait une méthode vectorielle appliquée, alors il faut faire des petits traitements parce que c'est des adresses, donc il y a un certain nombre de choses à nettoyer pour que ça marche bien, mais bon, c'est pas trop difficile. Et quand on fait un petit test, c'est qu'un test, hein, donc je n'ai pas la prétention de dire que ça va marcher tout le temps. Mais on a des taux de F-mesure à 0,9 sans problème. Sans problème. Et détecter ce qui est CNRS et pas CNRS, alors là, c'est presque les yeux fermés. Il y a une distance aussi qui est Fuzzy, ouais. Qui connaît la bibliothèque. Ouais. Distance de Levenstein améliorée en ce sens que sur des tokens, je sais pas comment ça s'appelle en linguistique, en gros, des mots composés, tu as plusieurs mots. Ouais. Si tu inverses l'ordre, ça peut les retrouver. En gros, physique-chimie, c'est physique-chimie, c'est pareil. Chimie-physique, c'est pareil. Et oui, sauf que c'est pas du tout pareil. Avec des systèmes de nettoyage, en gros, j'ai construit, si je l'avais fait pour les trucs de rassembler les disciplines, ça marche super bien. C'est-à-dire que les entités non-prénoms inversés, ça les retrouve. C'est la même chose. Tu rajoutes un petit quelque chose pour faire la première lettre du prénom, avec un point, ça marcherait aussi. Alors je pense qu'elle peut se dériver assez facilement pour désambiguiser, alors pas les homonymes, mais en tout cas les diverses écritures des noms prénoms dans les publications. Je l'ai utilisé sur le truc où je t'ai mis en partage GitHub où il y a aussi l'utilisation de l'API IPC4. Okay. Donc tu es facile à trouver, tu as 3 lignes de code, elle est vachement pratique. Ok, je regarde. Ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir un échantillon de référence basé sur Orchid pour un certain nombre d'auteurs, et ensuite de faire apprendre, je ne comprends rien, de faire apprendre par rapport à cet échantillon de référence-là. C'est ça l'idée. D'accord, sur le contenu des publications. Au moins sur les notices avec les abstracts. D'accord. Oui, je pense qu'il faut. Peut-être qu'il y a les co-auteurs aussi dedans, je ne sais pas trop ce qu'ils vont vraiment comparer. Mais oui, je pense qu'on avait déjà réfléchi. Je pense qu'il faut le contenu, il faut un peu d'informations sur le contenu, et je pense que le réseau de co-auteurs ou le réseau de citations aussi. Savoir si on cite, si deux Dupont citent jamais les mêmes personnes, c'est que ne sont pas dans la même communauté. C'est basé sur le WOS, il y a plein de choses à faire. Oui, mais pour nous, il y a des enjeux majeurs quand on veut étudier la science à identifier les auteurs. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est des problématiques qui sont communes à plein de choses. Dans Istex, pour l'instant, si vous interrogez les auteurs, vous allez interroger Dupont et c'est tout. Est-ce que c'est Dupont en chimie ou en physique? Ça, on n'en sait absolument rien. Je ne veux pas ramener en fait, des choses
de manière sino-centrée, mais en Chine, le problème est encore bien plus compliqué. C'est un cauchemar. Oui, Ah bon? c'est un cauchemar. Ouais. Ils ont tous Parce les mêmes noms. qu'avec leur quantité de caractères, ils pouvaient justement... Mais ils n'ont pas de nom de famille. Ils s'appellent tous pareil. Dans le WOS. Ah, mais... Ils s'appellent tous Li ou Shen ou Wang. Ah ben oui, c'est vrai, ça j'avais remarqué. Il n'y a pas de nom de famille. Ouais. C'est pas les mêmes, en fait. Ah ben oui. Donc là, on est dans le coup des homonymes, en fait. Oui, voilà. Il y a une quantité d'homonymes, donc du coup, Oui, la alors si tu peux désindividualisation, pas c'est pas au niveau utiliser lexical. d'informations annexes pour Bah ouais. décider, c'est quasiment Tu es impossible. obligé d'aller prendre le domaine de, Oui, oui. de publication, enfin de C'est compléter très par compliqué. Et il y avait, je t'avais envoyé, là, il y avait un article il y a pas longtemps où justement le gouvernement chinois met en place maintenant des noms de famille, oblige les gens à construire des noms parce que sinon ils ne s'en sortent plus. Et voilà une application du bousin que je vous ai écrit au tableau hier. Parce que si on arrive à désambiguiser les textes à l'aide du... Enfin, désambiguiser, pardon, c'est pas du tout le mot. C'est servir de la CIB comme pivot pour faire matcher en gros des textes à un objet technologique, classe technologique. Si tu as le gus-gus derrière, tu peux associer à un ensemble de domaines technologiques. Et que du coup, pour les auteurs, tu fais la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réussit à bien voir et à bien faire la séparation des deux domaines techno, abstraits, et à réussir à combiner les deux pour avoir cette séparation de façon, j'ai utilisé le mot sûr tout à l'heure, à savoir que on prend pour hypothèse de départ que la CIB te classe absolument tout ce qui existe. Et à partir du moment où on a cette consistance-là, le fait de savoir que ça ne marche pas ou que ça ne marche pas pour certains mots va nous permettre de faire cette séparation et d'avoir une espèce de degré de certitude quant au lien que l'on met entre un score CIB et l'auteur qui est derrière les textes. Surtout s'il y en a plusieurs textes. Et de fait, pouvoir désambiguiser en gros, contextuellement par rapport à leurs écrits, les auteurs et leur façon d'écrire leur nom. Je ne sais pas le degré d'intérêt qu'il y a au plan autre que scientifique à avoir cette info-là. Mais si, la désambiguisation, enfin, elle est importante parce que c'est, que ce soit pour Istex, elle est partout. Hein, enfin, dans Istex, elle est dans le projet Conditor, je disais, puisqu'en plus c'est une base bibliométrique. Donc si tu ne sais pas sur quoi tu fais des stats, ça ne te sert à rien. Donc les prochains chantiers qu'on a à faire, c'est homogénéiser les affiliations. Et après, ça sera homogénéiser les auteurs, en fait, désambiguiser les auteurs. Donc ça demande des calculs, ça demande des alignements. Oui, c'est pas faisable dans certains cas. C'est ça. Ok.